Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Bonjour Marine, comment vas-tu ? Salut Catherine, écoute, ça va super, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle. Je suis sélectionnée pour les lectrices Charleston 2023, donc je suis très contente. Félicitations. Oui, merci. C'est vraiment génial. Ouais, je suis trop contente. Ça va faire beaucoup de lectures par contre. Je pense, c'est ce qui m'inquiète un peu, mais bon. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Nous, c'était un peu chargé au boulot, mais ça y est, on va avoir un peu de répit maintenant. On va pouvoir reprendre notre rythme habituel, se refaire peut-être des petites après-midi lecture thé comme on les aime. Ah ça oui, on adore. Sous le plaid, bien au chaud, ça sent bon l'automne. Alors bon, c'était pas calculé, mais pour cet épisode 19 du Bruit des pages, on s'est retrouvé avec une sélection de romans et de BD qui nous emmène à travers les États-Unis. Alors accrochez vos ceintures, on vous embarque avec nous dans un road trip américain avec au programme Apaiser nos tempêtes de Jean England, Le lys de Brooklyn de Betty Smith, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel et la série de comics Paper Girl de Brian Kevough et Cliff Chiang. Première étape de ce road trip, donc, on part en Californie avec Apaiser nos tempêtes de Jean England. C'est paru chez Phébus et c'est mon gros coup de cœur du jour. Les parcours d'Anna et de Cerise n'ont rien de commun. Promise à une brillante carrière, Anna étudie la photographie à l'université de Washington. Lycéenne, Cerise habite en Californie sous l'emprise totale de sa mère. Lorsque chacune des deux jeunes femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l'enfant. 10 ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur vie. D'espoir en déception, de joie en drame, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères et à être femmes. Apaiser nos tempêtes, moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette rentrée. Alors, pas de cette rentrée littéraire, puisqu'il est sorti en France il y a 1 an. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'y mettre, mais j'ai été vraiment bouleversée par cette lecture. J'avais déjà adoré Dans la forêt et j'ai retrouvé cette plume magnifique et ce regard sur la société et sur les femmes dans la société qui m'avait déjà tant plu avec le premier roman de Jean England. J'ai adoré suivre l'évolution de Anna et Cerise dans leur vie de femme, dans leur vie de mère. J'ai pleuré, j'ai espéré avec elles, j'ai attendu leur rencontre à chaque page. Ça vient un peu tard, je trouve. Voilà, c'est un peu long, mais bon. Bref, c'est un roman que j'ai dévoré et qui m'a énormément touchée. C'est très sensible, c'est poignant, c'est passionnant. Pourtant, bon, je me sens assez loin de ces personnages, mais je pense que c'est ça la grande force de Jean England, c'est de réussir à rendre universel ces deux parcours de femmes qui sont pourtant très particuliers, comme d'ailleurs elle l'avait déjà très bien fait pour Nell et Eva dans La forêt. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, moi j'ai trouvé ça assez marrant, mais en fait, les deux romans sont quand même très différents. Dans La forêt, il y a tout ce côté anticipation qu'on n'a pas du tout dans Apaiser nos tempêtes, mais il y a clairement des similitudes, et notamment sur ce côté parcours de deux femmes que tout oppose, mais qui sont également très proches. Et le fait de suivre leurs évolutions en parallèle, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux romans. C'est un peu la même construction au final. Même si dans La forêt, elles vivent ensemble, etc. Oui. Là, c'est pas le cas. Mais en effet, il y a cette dualité un petit peu entre les deux qui est assez chouette. Moi, pareil, j'ai découvert Jean England il y a quelques années à la sortie de son roman Dans la forêt. Et ce roman avait été un véritable coup de cœur à l'époque. Pour moi aussi. Ouais, il était magnifique. J'avais adoré ce livre. Et pour la petite histoire, Apaiser nos tempêtes est sorti en 2021 en France, mais il a été publié pour la première fois en 2004 aux États-Unis. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a toujours plusieurs dizaines d'années entre les sorties aux États-Unis et les sorties en France pour Jean England. Ouais, c'est bizarre, étrange, et en même temps, on se dit que vu les thèmes de prédilection de l'autrice, elle a peut-être du mal à trouver des éditeurs. Ouais, mais en même temps, ça a tellement de succès quand ça sort, tu te dis pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt. Bah ouais, mais je pense qu'il y a des éditeurs frileux et par exemple, même aux États-Unis, Apaiser nos tempêtes, il a eu du mal à trouver un éditeur qui accepte de le publier, enfin son éditeur de base, disons. Et finalement, c'est une petite maison d'édition indépendante et féministe qui a accepté le manuscrit. Et elle a bien fait. Oui, elle a très bien fait. Merci beaucoup.
Donc ce roman, c'est un récit de maternité, un récit féministe, écologique, une histoire de sororité aussi, on le disait. Et dans la préface de l'édition française, Jean England, elle part d'un constat. La maternité est très peu évoquée dans les romans, voire pas du tout. Et c'est pas un thème qu'on retrouve régulièrement ou alors de façon très édulcorée. Dans ce roman, on va dire que l'autrice, franchement, elle y va pas avec le dos de la cuillère, que ce soit les scènes d'accouchement, d'avortement, on y va franco. D'ailleurs, dans un autre genre, moi, peut-être pas pour toi, mais ce roman, il m'avait fait penser au pavillon des combattantes d'Emma Donoghue, dont on avait déjà parlé l'année dernière, je crois. Oui, il y a un an, ouais. Ouais. Alors non, moi pas du tout. Mais alors c'est vraiment juste sur le détail des scènes d'accouchement, qui sont un peu crues. D'accord. Tu vois, j'ai retrouvé un peu ce truc-là, dans cette façon de parler de la maternité, de l'accouchement, où c'est pas magique, quoi. Oui, d'accord, un peu de douleur. Ouais, je vois, voilà. je vois. Ouais. C'est vrai que non, j'avais vraiment pas fait le rapprochement parce que c'est quand même très éloigné les uns des autres. Ouais. Mais c'est vrai qu'en effet, on retrouve ce côté très, très cru, en fait, voilà, et un peu, on te dit tout, quoi. Ouais. Voilà. De temps en temps, bon, c'est bien d'en parler aussi comme ça. Et pour en revenir du coup au roman de Jean England, moi j'ai aimé cette sincérité, ce réalisme qui présente la grossesse, la maternité et ses angoisses sans langue de bois. C'est vrai que l'ensemble du livre est quand même très dur. On ne nous montre pas la maternité dans ce qu'il y a de plus serein, disons. Non, c'est clair. On sent que Jean England, elle est allée chercher dans son propre vécu, notamment pour le personnage d'Anna qui est artiste. L'autrice s'interroge sur le dilemme entre maternité et créativité, l'impact des enfants sur sa vision d'artiste. Et c'est un thème que j'ai retrouvé dans un autre roman, d'ailleurs, je fais plein de parallèles, mais celui de Colline Pierret, Pourquoi pas la vie, sur la vie de Sylvia Plath, où justement elle abordait cet aspect-là de la maternité, comment concilier la vie de mère, d'artiste. Et au final, quand on y réfléchit, on a quand même peu d'exemples de femmes artistes qui ont réussi à conjuguer maternité et création. C'est assez rare. Ouais, et alors moi je trouve que c'est aussi pas que maternité et artiste ou vie de mère, vie d'artiste, mais même vie de mère, vie de femme, oui. Et vie de mère et travail de manière générale, hein, pas que pour une artiste, mais pour les deux, parce que donc Anna en effet, elle est photographe et elle a vraiment cette difficulté à rester une artiste aussi une fois qu'elle est mère, mais finalement Cerise, elle doit aussi combiner le fait d'avoir cet enfant qu'elle adore et de devoir quand même aller travailler et charbonner tous les jours. Ouais. Et on se rend compte que les deux sont très difficiles et réussir à faire les deux et en gros, tout bien faire, c'est presque impossible. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve, moi, qui était très fort aussi dans ce roman, c'est qu'on est vraiment dans le réel, quoi. C'est une chronique sociale pure. Jean England analyse notre société actuelle et la place des femmes dans la société, surtout par rapport à la maternité, mais pas que. Et c'est vrai que moi, vu le résumé, je pensais que les deux héroïnes seraient déterminées par le choix initial de garder ou non le bébé, que l'avortement serait vraiment le cœur du sujet. Et finalement, je trouve que ça passe très vite au second plan. On se rend compte que c'est loin d'être le plus déterminant dans la vie de ces femmes. Évidemment, hein, ça joue un rôle et ça les détermine dans le reste de leur vie, et notamment elles vis-à-vis de leurs enfants. Mais par contre, je trouve qu'on se rend très vite compte que c'est plus le milieu social et l'éducation qui jouent un rôle bien plus déterminant. Et d'ailleurs, ça a aussi un rôle dans leur choix initial, hein, d'avorter ou non. Oui. Là, vraiment, il y a un déterminisme social qui est assez désespérant. C'est vrai. C'est vraiment triste à dire, mais en fait, je trouve que dans ce roman, on voit les difficultés venir à grands pas. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Et c'est ça, c'est hyper triste parce que tout est très lié à leur origine sociale. Et en gros, celle qui est pauvre reste pauvre et celle qui est plus riche et mieux éduquée s'en sort mieux, quoi. On est loin du rêve américain, quoi. On est très loin du rêve américain. Et je trouve qu'en fait, ça parle beaucoup de la société américaine aujourd'hui. Et je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense que si Jean England avait été française, elle n'aurait peut-être pas écrit le même roman. J'espère. Oh, je ne pense pas. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu dans la maternité en fonction des sociétés que clairement, peu importe d'où tu viens, c'est clairement pas le même parcours, quoi. C'est ça, et même quand on voit Cerise se galérer avec les aides sociales, etc. Je dis pas que c'est parfait en France, hein, loin de là, mais je pense qu'on est quand même un peu mieux aidés et que c'est peut-être un petit peu moins
compliqué à s'arracher les cheveux. Enfin, il y a une scène notamment où ils lui disent il faut pas qu'elle ait de revenus pour bénéficier de l'aide. Oui. Mais par contre, l'aide n'est pas suffisante pour la faire vivre. Ouais, c'est Donc ça. en fait, elle est obligée de T'es travailler bloquée. au noir, mais en espérant et en suppliant que ça se sache pas, parce que sinon elle perdra l'aide qui... Enfin bon, bref, c'est... C'est un schmilblick impossible, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en gros, elle est coincée là-dedans et dans ce cercle vicieux qui s'arrange pas, quoi. Enfin... Et puis même dès le début, la scène de l'avortement. Oui. En plus, là, ça a été publié alors avant l'interdiction Ah oui, de l'avortement. Ah oui, non, mais il y avait déjà ces lois au Texas qui étaient en train de passer. Enfin, l'avortement était déjà quand même un peu sur la sellette. Sur la sellette. Et du coup, c'est vrai que la scène du début où elle arrive dans la clinique c'est horrible, et cette qu'il y a scène. tous ces manifestants, etc. Enfin, clairement, bon, ça fait aussi écho à des images qu'on a vues venant des États-Unis et on peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe en ce moment, quoi. Ah bah c'est clair, c'est vraiment... c'est vraiment flippant, hein, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, après, là, on parle de choses assez sombres, hein, mais il y a aussi beaucoup de lumière dans ce roman. Ça parle de la difficulté d'être mère, mais ça parle aussi de cet amour si intense et inconditionnel que les mères portent à leurs enfants. Moi, je trouve qu'il y a quand même énormément d'espoir dans ce roman et aussi dans cette sororité entre Cerise et Anna, mais d'ailleurs pas que, hein, aussi entre Anna et sa sœur, entre Cerise et les femmes du foyer. Enfin ça, moi, cette sororité, elle m'a vachement touchée. J'ai trouvé ça magnifique. Bon, ça me touche à chaque fois, il faut l'admettre, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé très fort. Et d'ailleurs, qu'on trouvait aussi dans La forêt. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que ce roman, c'est clairement une analyse sociale de l'Amérique. Hein. On le disait, des difficultés financières qui accompagnent la naissance d'un enfant, d'un système qui ne vient absolument pas en aide aux mères. D'un côté, on les encourage, voire on les force presque à reprendre le travail rapidement. Et puis de l'autre, il y a quand même très peu de solutions de garde. Ouais, et puis on les encourage ou on les force à garder un enfant quand c'est pas forcément une bonne idée. Exactement. Donc que ce soit finalement Anna ou Cerise, les deux éprouvent quand même cette immense culpabilité à retourner au travail, à abandonner leurs enfants. Et leurs deux situations sont incomparables et pourtant on retrouve chez l'une comme chez l'autre des sentiments similaires, l'amour, la peur, les angoisses. C'est un peu ça au final aussi ce qui fait cette sororité, c'est cette similitude entre leurs ressentis. Oui, c'est un peu malgré la différence de parcours. Ouais, c'est ça, c'est un peu une maternité partagée. Exactement, ouais. Et au-delà de ça, dans les deux familles, la figure paternelle, elle est quand même très peu présente. D'un côté, chez Anna, on sent que le père est quand même là, la famille semble assez équilibrée, le couple aussi et tout, et pourtant, il n'a pas du tout les mêmes interrogations que sa femme, les mêmes préoccupations, surtout en ce qui concerne la reprise du travail. Lui, ça lui pose aucun problème, d'après ce qu'on comprend, en tout cas dans le livre. C'est vrai que c'est présenté comme il se pose même pas la question. Ouais, voilà, exactement. Et puis alors après, chez Cerise, c'est encore pire. C'est une figure paternelle inexistante, voire destructrice et malsaine, quoi. Après, ils n'ont pas le beau rôle, quoi. Non, clairement. Ils n'ont pas le beau rôle. Après, le mari d'Anna a pas non plus un mauvais rôle. Non, mais c'est juste qu'il est absent. Finalement, on le voit très peu. On le voit très peu. Moi, je me dis que c'est un choix que a fait Jean Eglund à la base de vraiment presque pas les montrer et de se concentrer uniquement sur les femmes pour mettre vraiment la lumière sur elles. Et puis, c'est quand même déjà un bon pavé. Si elle était aussi partie dans d'écrire ce que pensent les hommes, on n'en aurait pas fini. Non, mais même sans parler de décrire ce qu'ils pensent, mais c'est vrai que par exemple, quand tu vois le père dans la famille d'Anna, j'ai même oublié son prénom, tu vois, je sais même plus comment il s'appelle, mais elle est là en train de se galérer à préparer à manger, à faire les courses, machin. Tu la vois toujours dans la voiture, à droite, à gauche et tout. Ouais, le père, dans les embouteillages. Tu le vois pas. Enfin, je veux dire, même en tant qu'action, il travaille, il n'est pas spécialement présent là dans l'action du livre, quoi. Donc, mais bon, c'est clairement un choix et il est très bon. Enfin, voilà, ça fonctionne bien comme ça. Ouais. Et puis alors, bien sûr aussi, on retrouve en filigrane le thème de l'écologie qui était beaucoup plus présent, bien sûr, dans la forêt. Ici, il est plutôt sous-entendu, même si la nature, à travers le regard d'Anna et ses photographies, est quand même très présente. Ouais, Jean Eglund décrit
des paysages qui ont l'air magnifiques, hein, que ce soit dans leur maison, la maison de la grand-mère, là, où ils vivent au début, ou même d'ailleurs ces paysages un peu morts, mais qui revivent aussi une fois qu'ils sont en Californie. C'est vrai que à chaque fois, c'est magnifique. Tu te dis, oh là là, j'aimerais bien les voir. Ouais. Surtout la maison, elle me donnait très envie. Ouais, c'est vrai, elle faisait un peu rêver, je suis d'accord. Et puis sur le côté écologie, il y a quand même aussi cette angoisse de Mélodie, la fille de Cerise, qui d'ailleurs, je trouve, rappelle beaucoup l'angoisse que ressentent beaucoup de jeunes aujourd'hui et dont on parle beaucoup. Ouais, l'éco-anxiété. Exactement, ouais. C'est ça. Et ça, je trouvais ça pas mal quand même de le mettre. Voilà. C'est pas en effet le centre de ces thèmes, mais c'est quand même là et ça existe et c'est présent, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis le parcours de Cerise évoque aussi ce retour à la vie sauvage, la survie, l'instinct animal, presque quand elle se retrouve à vivre dans les bois. Ouais, comme dans la forêt d'ailleurs. Voilà. Là, pour le coup, on retrouve vraiment ça. Ouais. Et puis d'ailleurs, c'est une expérience que Jean England a également souhaité vivre pour se sentir vraiment en plus proche de ses personnages. Elle a aussi fait du bénévolat dans un foyer pour femmes. J'ai lu aussi dans une interview qu'elle avait travaillé dans une maison de retraite, comme Cerise à un moment donné. Donc voilà, soit elle tire de son expérience, soit elle souhaite elle-même vivre les expériences pour se sentir proche et puis pour décrire au mieux aussi. Et je trouve ça chouette en tant qu'autrice, pour être au plus proche de ce que tu décrit, quoi. Ouais, et puis du coup ça se ressent vachement parce que je trouve on est vraiment plongé dans cette Amérique dans ce réel, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus concret. Oui, exactement. Après, moi, c'est vrai que globalement, j'ai pas été aussi emballée par Apaiser nos tempêtes que par Dans la forêt, notamment. Il y a quelques passages à vide, c'est peut-être que ça tient à la longueur du livre, mais le roman, il est assez inégal, je trouve, en termes de rythme. Je pense notamment, justement, au passage où Cerise est en train de survivre dans la forêt. On va passer pourquoi, etc., pour pas vous spoiler. Mais je trouve que là, ça ralentit un peu au niveau du rythme. Et puis, quand même, moi, c'est un peu déprimant et angoissant. On va pas se mentir. Enfin, moi, j'ai trouvé. Même il y a quand même des passages qui sont magnifiques, il y a beaucoup de poésie, et en plus je me dis que c'est un roman que chaque femme va lire différemment en fonction de son vécu et de son expérience, et peut-être qu'on ne le lit pas pareil à 30, à 40, à 50 ans, donc je trouve ça sympa aussi. Et en même temps, je trouve que ça marche pour tout le monde quand même. Oui. Et c'est ça qui est bien. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a un côté quand même sombre et déprimant, je suis d'accord, angoissant peut-être. Mais en fait, moi, j'en retiens, tu vois, quelques semaines après, j'en retiens vraiment que les belles choses. Donc, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'espoir sur la fin. Oui. La fin, c'est vraiment un grand rayon de soleil, tu vois, qui s'ouvre pour Cerise comme pour Anna. Oui, c'est vrai. Oui, heureusement, ça se termine bien. Et un peu grâce à elle, c'est elle-même qui se crée cet espoir. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette et qui fait que pour moi, je le garde comme un coup de cœur. Okay. J'ai vraiment adoré Dans la forêt et j'ai tanné tout le monde pour le lire, mais non, celui-là... Voilà, ça sera mon deuxième sur la liste de maintenant, vous lisez celui-là. Okay. Une fois que vous avez fait Dans la forêt, vous lisez Apaiser nos tempêtes. D'ailleurs, pour info, si vous avez aimé Dans la forêt, sachez qu'il y a une suite qui est prévue, parce que l'autrice vient tout juste de boucler le manuscrit. Alors moi, personnellement, j'espère qu'elle ne va pas attendre 10 ans avant d'être publiée en France. Ah oui, non, qu'il ne nous fasse pas ça, parce que là, franchement, ce serait pas cool. S'il vous plaît, entendez notre appel. Maintenant, je vous amène à New York et plus précisément à Brooklyn avec Le Lys de Brooklyn de Betty Smith chez 10-18. On fait aussi un saut dans le temps car ce roman nous plonge dans le quartier de Williamsburg entre 1912 et 1920. Francine Nolan a 9 ans, des rêves plein la tête, un optimisme à toute épreuve et une envie un peu folle, écrire. Écrire sur sa mère, Cathy, qui s'est insufflé de la poésie dans leur quotidien, sur Johnny, son père, son héros, la plus belle voix de Brooklyn, sur Neely, son petit frère, un débrouillard qui court les rues avec ses copains, sur ses tantes, la douce Evie et la pétulante Sissy qui collectionne les fiancés, sur Williamsburg, son quartier où tout le monde se connaît et s'entraide. Mais Francie voudrait aussi pouvoir écrire la vérité sur sa mère qui s'use à faire des ménages, sur son père qui dépense le peu d'argent qu'il gagne au café du coin, sur la faim qui les tenaille jour après jour, sur Williamsburg, le quartier le plus misérable de New York, celui où échouent tous les immigrants venus chercher fortune en Amérique.
Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, c'était une de mes lectures de l'été. Et pour tout vous dire, ce n'était pas du tout une lecture planifiée puisque le roman a été publié en 1943, donc il n'est pas tout récent. Il était en poche dans notre librairie et il était conseillé par notre libraire au début de l'été. Et donc mon mec l'a vu et s'est dit que c'était complètement Catherine compatible et il l'a acheté pour mes vacances d'été. Et évidemment, il avait complètement raison aussi parce que j'ai adoré cette lecture. Ça rassemble vraiment tout ce que j'aime dans les romans. On suit la vie d'une famille avec des personnages super attachants. C'est un roman historique puisqu'on plonge dans le Brooklyn du début du XXe siècle. Bref, c'est parfait. Ce livre, c'est un peu un doudou. Quand tu commences, tu sais que tu seras tellement bien avec, tellement confortable. C'est plein d'amour, c'est plein de tendresse. T'as vraiment pas envie de le lâcher. D'ailleurs, peut-être très bien pour la période d'hiver et vers Noël, je me dis. Ça donne envie en tout cas. Et puis, on n'a pas envie de le lâcher parce que, notamment, on ne peut que tomber sous le charme de tous les personnages et surtout de la petite Francie, évidemment. Mais pas que d'elle. En fait, tous les personnages sont super. Les parents, les tantes, je les adore, les tantes. Franchement, surtout Sissi, c'est un peu mon but dans la vie d'être la tante Sissi. Moins la collection de Johns. Les Johns, c'est ses fiancés qu'elle appelle tous John parce qu'elle change tellement souvent que comme ça, c'est plus simple. Donc bon, ça, on va éviter. Mais Et d'ailleurs, cette histoire des John et la tante Sissi notamment, c'est un exemple de toutes ces petites touches d'humour qu'on retrouve tout au long du roman et qui en plus rajoutent ce petit truc en plus dans ce roman. Bref, des personnages hauts en couleur qu'on adore forcément. Donc si je comprends bien, ça commence en 1912, c'est ça, et Francie à ce moment-là, elle a 12 ans. Exactement. Et donc, c'est aussi un roman d'apprentissage parce qu'on va regarder grandir Francie, on va la regarder atteindre l'âge adulte, on va aller jusqu'à ses 20 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir énormément de bienveillance pour cette petite fille qui est intelligente, qui est sensible. On va suivre ses questionnements sur la vie, sur l'amour, et on va la voir évoluer au fil des années, développer et affirmer sa personnalité à force d'épreuves, mais aussi de petits bonheurs. Après, ce qui est génial aussi, c'est qu'on découvre ce Brooklyn des années 10 à travers le regard de Francie. Ce côté historique, ça m'a énormément plu. On plonge dans les États-Unis du début du siècle et c'est un très beau témoignage historique de ce que New York pouvait être à cette époque. Betty Smith nous montre le rêve américain et en même temps l'envers du décor parce que c'est aussi une chronique sociale. Williamsburg, à cette époque, c'est un quartier très pauvre où les communautés d'immigrants se côtoient et c'est quelque chose que Betty Smith décrit super bien. Après, je crois que c'est en partie tiré de ses souvenirs d'enfance. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle raconte ça si bien. Francie elle-même d'ailleurs est fille d'immigrés, irlandais par son père, autrichienne par sa mère. Mais sa petite subtilité à elle, c'est qu'elle est née là-bas. Et puis après, la misère de Francie et de sa famille, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très présent dans le roman, mais aussi des voisins d'ailleurs, c'est vraiment criant. Mais le roman n'est pas pour autant misérabiliste, et ça c'est vraiment cool parce que t'as pas envie d'un truc... C'est pas déprimant. Non, voilà, c'est pas déprimant, au contraire, même quand ils n'ont plus rien à manger, quand ils crèvent de froid en hiver, les Nolan ne perdent jamais espoir, ils restent toujours optimistes, ils vont de l'avant, bref, c'est jamais gnangnan, quoi. C'est ça, c'est pas misérabiliste et heureusement. Alors moi c'est vrai que je connais bien Williamsburg parce que ma meilleure amie habite là-bas depuis plus de 10 ans, même plus. Donc j'y suis allée de nombreuses fois. Est-ce qu'elle a lu le livre ? Non. Mais franchement, je vais lui conseiller complètement. Ouais. Et c'est assez incroyable, c'est vrai, de comparer les descriptions dans le roman et le Williamsburg d'aujourd'hui, entre la misère dans les années 1910 et là, les hipsters, les coffee shops. Changement d'ambiance radical. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Après, c'est vrai qu'on retrouve quand même les communautés dont Betty Smith parle dans le bouquin, mais faut regarder de près quand même. Ouais, et puis alors, tout le long du roman, il y a aussi quand même cette passion de Francie pour la lecture et l'écriture. Oui, et là, on peut que s'identifier. Enfin, moi, en tout cas, pour la lecture, complètement. Francie, elle a décidé de lire tous les livres de sa bibliothèque par ordre alphabétique. Donc, au début du livre, je crois qu'elle en est au C. Il y a du boulot. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, elle lit absolument
Tout. C'est génial. Juste, voilà, chaque livre les uns après les autres. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Ouais, C'est c'est vraiment vrai. chouette. Et Francie, elle aime aussi beaucoup l'école, même si, bon, l'école lui rend pas toujours bien. Elle a bien compris que l'éducation serait sa porte de sortie vers une vie meilleure. Et d'ailleurs, les parents aussi l'ont compris. Ils ont vraiment mis tous leurs espoirs dans l'instruction de leurs enfants. On le voit avec la maman Katie qui a décrété que les enfants liraient tous les soirs un chapitre de la Bible et un chapitre de Shakespeare. Ou le papa Johnny qui aide sa fille à changer d'école quand elle veut quitter son école absolument horrible. Bref, au cas où vous auriez encore un doute, j'ai adoré ce récit initiatique, cette fresque familiale pleine de douceur et de tendresse. J'ai eu beaucoup de mal à quitter les personnages à la fin. Franchement, j'aurais adoré les suivre toute leur vie, surtout Francie, quoi. J'aurais bien aimé savoir. Moi, j'attendais genre le tome 2, la vingtaine, le tome 3, la trentaine, etc. Ah, c'est dommage, ouais, c'est vrai. Bah oui, Bon, quand tu t'attaches à des personnages comme ça, t'as mais envie de les voir grandir encore mais plus. c'est ça. Ouais, je Ouais. comprends. Et puis comme c'était tellement doudou, tu sais, t'es trop bien avec eux, tu veux continuer, quoi. Bah ouais. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin et peut-être que en fait, ça aurait été aussi beaucoup trop de continuer. C'est peut-être aussi parce que ça s'arrête que c'est si bien. Oh, t'es nostalgique. Oui, voilà. Bon, pour info, le roman a été adapté en film quelques années après sa sortie par Elia Kazan. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Elia Kazan, il a fait notamment America, qui était absolument génial comme Moi, film, qui parle de l'immigration à New York. Donc c'est vraiment... on est dans le thème, quoi. Je ne l'ai pas encore vu, le roman, mais sachant que c'est Elia Kazan, je me dis que ça va être très bien. Après, j'en ai parlé après ma lecture avec ma libraire, du coup, et elle me disait que elle avait beaucoup aimé le film, mais qu'elle avait mis du temps avant de le voir et que c'était probablement mieux comme ça, parce que c'est vrai que parfois, tu sais, si tu vois un film juste après avoir lu le livre, t'as plein d'attentes, t'as eu une vision de ce que ça doit être et du coup, t'es forcément déçu. Donc, elle m'a dit... tu laisses pas trop sa chance au film, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ma libraire, elle m'a dit, laisse un petit peu de temps avant, donc je vais prendre mon temps et on pourra en reparler. Mais en tout cas, sachez qu'il est dispo tout simplement sur YouTube, en bonne qualité en plus et gratuitement, donc n'hésitez pas. Les copines de Adapte-moi si tu peux, c'est peut-être une petite idée d'épisode, quoi. Et voilà, le message est passé. On se rend maintenant dans l'Ohio pour ce roman de Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu, édité par Gallmeister. Tiffany McDaniel, on la connaît pour Betty, qui avait eu un énorme succès il y a quelques années. L'été où tout a fondu est un de ses premiers romans, écrits donc avant Betty. Été 1984 à Brest. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant, à la meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des événements étranges qui affectent tous les habitants de Brest, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais eu un coup de cœur pour Betty ? À peine. Peine. Je suis super lourde avec ce roman. Je le conseille à tout le monde, je l'offre à tout le monde. Non, mais tu sais qu'il y a à peu près une heure, une de nos collègues m'a dit que tu l'avais saoulée avec ce livre. Vrai, je suis désolée, je m'excuse et en même temps, non, je ne m'excuse pas, tout le monde doit lire Betty. Bon, en gros, c'est mon livre coup de cœur de ces dernières années. Autant dire que quand j'ai eu entre les mains L'été où tout a fondu, mes attentes étaient vraiment très très hautes. C'est d'ailleurs toujours un peu le piège quand on a adoré un roman et qu'on en découvre un autre La du barre même est auteur. très haut. Ouais. Donc, et c'est dur de l'atteindre. Ouais. Alors, bon, là, sur les premières pages, j'avoue, j'ai eu un peu de mal. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est peut-être l'ambiance qui était un petit peu étrange, le style aussi. Et puis finalement, au bout d'une vingtaine de pages, bon, c'était rapide quand même du coup, je me suis laissée embarquer. Et il faut dire que Tiffany McDaniel, elle a une écriture qui est unique, qui est très poétique, très puissante. Et moi, c'est ce que j'aime avant tout chez cette autrice. Et dans Betty, d'ailleurs, c'est tout de suite ce qui m'avait séduite. Quand on lit le résumé de ce roman, on se demande un peu où ça va nous mener quand même. C'est un peu bizarre. Hein. Oui, c'est vrai. Ça parle de diable, de canicule, d'événements inexpliqués. Alors, pour ceux qui ne sont pas très SF, moi je vous rassure, on est loin de tout ça. C'est pas du tout fantastique. À la limite, il y a une ambiance un peu gothique, mais franchement, c'est tout. C'est plutôt une histoire familiale, une histoire d'amitié, d'amour, de ce que l'enfant signifie. C'est très beau. Bon, c'est
voilà, moi j'adore. Mais du coup, c'est des thèmes qu'elle aime beaucoup, Tiffany McDaniel, parce que bon, donc moi j'ai dû commencer Betty. Il était temps, sous la menace, mais presque le couteau sous la gorge. mais c'est vrai que bon, j'ai pas fini encore, mais c'est des thèmes qu'on retrouve complètement dans Betty, qui sont vraiment ses thèmes de prédilection, j'ai l'impression. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu les mêmes thèmes. Alors, à travers l'histoire de Breast, l'autrice dénonce quand même les faiblesses d'une Amérique raciste, superstitieuse, bigote, mais pas que, parce que les thèmes... Mais d'ailleurs, là aussi, dans Betty, là, je viens pratiquement de lire les premières journées d'école de Betty, qui sont vraiment pas drôles quand même, et où vraiment là, on a cette dénonciation du racisme de cette pauvre petite indienne là. C'est horrible, je trouve. Là, pour le coup, avec les personnages qu'on a, c'est plus un racisme anti-noir, mais bon, c'est là, et puis et c'est très présent. Donc, je pense que c'est des thèmes qui lui tiennent à cœur quand même, qu'elle aime aborder. On parle aussi beaucoup d'écologie, de réchauffement climatique, comme le titre l'indique. Oui. Et après l'été qu'on vient de passer, finalement, on se dit que ce roman, il était presque assez prémonitoire, puisqu'il a été écrit donc quelques années avant Betty. Et il est sorti une première fois en France en 2019. Il a été retraduit et republié par Gail Mister cette année. Et en tout cas, moi, je vous le dis, j'étais bien contente de le lire à la fin du mois d'août parce que j'ai sué à grosses gouttes rien qu'en lisant certains passages. Donc, les frileux, je pense à toi, Catherine, voilà, oui. En particulier. Moi, je me dis, c'est peut-être une piste pour passer l'hiver au chaud. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Moi, je me dis que je vais me le garder là pour... mais je te dis, tu as certains passages... Pour me réchauffer un peu. T'as chaud rien qu'en lisant le truc, quoi. Mais quand même, c'est assez dingue parce que, c'est pas le premier été de canicule qu'on a, mais clairement, il est quand même sorti le bon été, quoi. Ah, mais oui. Tu sais, ils décrivent des scènes où t'as un ventilo dans chaque pièce, ils essayent de faire de l'air et tout, ils ont chaud, ils savent plus quoi faire. Moi, c'était été, quoi. Pas moi, hein, je te dis. Franchement, garde-le pour l'hiver, ça va être parfait. Écoute, je vais faire ça, je pense. Bon, après, blague à part, c'est un roman quand même qui nous tient beaucoup en haleine. C'est un conte un peu noir, dramatique, mais vraiment touchant. Il vous laisse pas indifférent. On retrouve aussi quelques références quand même à des classiques américains comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ou Des souris et des hommes. On vous en avait parlé d'ailleurs dans un épisode. Des souris et des hommes, oui, voilà, à Noël dernier. Roman, c'est trop beau. On retrouve un peu comme ça ces petites références. Et du coup, ça donne un peu un côté intemporel à cette histoire qui se déroule en 1984, mais qui, sans les lecteurs cassettes et autres machines modernes, aurait aussi très bien pu se dérouler un siècle plus tôt, par exemple. Donc, moi, je trouve que Tiffany McDaniel, elle a un vrai talent narratif. On reste accroché aux pages, de rebondissement en rebondissement. On est un peu torturé. Moi, j'ai pleuré, j'avoue. On peut plus lâcher. C'est pas une honte, hein. Non, c'est pas une honte. Mais je pleure rarement sur les livres, donc voilà. C'est dire. Voilà, c'est dire. Vous l'aurez compris, ce roman, ça a été mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Mais lisez d'abord Betty. Oui, c'est bon, on a compris. Enfin, pour terminer ce road trip américain, on va rester dans l'Ohio et dans les années 80 d'ailleurs. C'est un état et une décennie qui semblent vraiment inspirer les auteurs. Hein. Faut croire. Peut-être avez-vous entendu parler de la série diffusée sur Amazon cet été. Nous, on va vous parler des comics Paper Girls, écrites par Brian K. Vaughan et illustrées par Cliff Chiang. C'est publié par Urban Comics. 1988, au lendemain d'Halloween, dans la petite ville de Stony Stream, Mac, Kaji, Tiffany et Erin, 4 jeunes livreuses de journaux, entament leur tournée matinale. Leur itinéraire croise celui d'un groupe d'étranges individus encapuchonnés, violents et au langage inconnu, et d'une mystérieuse machine. Les adolescentes se retrouvent embarquées malgré elles dans une guerre entre deux factions de voyageurs intemporels. Bon, je dois le reconnaître, je suis super influençable. Ça y est, je l'ai avoué. Bon, t'es pas la seule, hein, je te le dis. C'est vrai. Bon, ça fait des mois et des mois que mon mec me tanne pour que je lise les comics de Brian K. Vaughan, notamment Saga, qui est un autre de ses comics. Il n'y a pas très longtemps, un autre pote m'a dit qu'il fallait absolument que je lise du Brian K. Vaughan. Cet été, la série Paper Girls est sortie sur Amazon.
Bon bah voilà quoi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai lu les 6 tomes de Paper Girls et comme je suis sympa et que je fais pas les choses à moitié, je t'ai embarqué là-dedans. Voilà, donc on est deux à être très influençables. C'est ça. Moi, franchement, heureusement que tu m'as parlé de ces comics parce que moi, autant je lis quand même assez souvent des BD, autant j'y connais vraiment rien en comics et je pense que de moi-même, j'y serais pas allée. Bah écoute, de rien. Après, moi aussi, j'y serais peut-être pas allée de moi-même, mais je suis bien contente aussi d'avoir découvert ces comics. Alors là, on peut dire qu'on est vraiment dépaysé. On plonge dans cette histoire de science-fiction. Ces Paper Girls nous emmènent au gré de leurs aventures d'une époque à une autre. On passe de la préhistoire au futur en quelques planches. Elles doivent affronter d'inquiétants voyageurs temporels qui parlent des langues inconnues. Elles rencontrent leur double. Elles se retrouvent face à des limaces géantes ou des dinosaures, au choix. C'est hyper rythmé, c'est surprenant à chaque page. L'intrigue est menée tambour battant. Les cliffhangers à la fin des tomes sont difficiles à supporter. Bref, Brian Kevough a clairement une imagination débordante. D'ailleurs, j'ai entendu que son objectif, c'était qu'on puisse pas s'attendre à ce qui venait après chaque c'est page. Réussi. Et c'est complètement réussi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé Paper Girls. J'ai été complètement accrochée. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'était génial. D'ailleurs, il y a une 4e de couverture sur un tome, je sais plus lequel, qui vend un peu la série comme Stranger Things avant Stranger Things. Alors, c'est exactement ça. Après, je crois qu'il y a quand même que quelques mois de différence entre la sortie de la série Netflix et le premier tome, puisque tous les deux sont sortis en 2016. Ça joue pas à grand-chose, on va pas se mentir. Qui a inspiré qui, on ne saura jamais trop. Mais bon, il y a clairement un thème qui plaît en ce moment. Oui, clairement. Moi, j'avais entendu parler des Goonies aussi comme référence. Oui, voilà, c'est dans le même genre. C'est le même j'ai style, pas vu quoi. les Goonies, mais ça semble être un peu pareil, quoi. Ouais. On se retrouve un peu plongé dans cette ambiance années 80 avec un groupe d'adolescentes qui clairement n'ont pas froid aux yeux. Ah oui. Elles sont embarquées dans des phénomènes étranges, comme tu l'as dit, des voyages dans le temps peuplés de monstres. Alors, on va pas se mentir, évidemment c'est très SF, donc ça ne plaira pas à tout le monde, mais quand on aime ce genre d'histoire, on dévore les 6 tomes en un rien de temps. Moi je m'en faisais un par jour comme ça. Hop. Ouais, complètement. Alors par contre, soyons honnêtes, moi les voyages dans le temps, je suis toujours perdue. Je pense pas avoir la bosse des voyages dans le temps, je ne sais pas, mais pour moi c'est très très abstrait, j'ai du mal à me repérer. J'y comprends jamais rien, mais ça m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir à lire ce comics, et en fait je crois juste faut pas chercher à comprendre, quoi. Faut se laisser porter, en fait. Ouais, non, mais complètement, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que parfois on s'y perd un peu. Avec tous ces sauts dans le temps, on sait plus trop où on en est. Des fois, on a un peu l'impression que ça part dans tous les sens. D'autant plus que Brian Kevough entretient quand même le mystère tout au long du comic. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais. Moi, mon conseil, c'est laissez-vous porter par l'histoire sans vous poser de questions. Et en fait, on finit toujours par retomber sur nos pattes et comprendre. Et les choses se résolvent. C'est un peu le truc, c'est qu'en fait, c'est vraiment un tout. Ces 6 tomes. Ouais. Si tu lis le premier tome, il y a plein de trucs que tu comprends pas, et si tu lis pas la suite, tu les comprendras jamais. Oui, c'est ça. Mais par contre, au fur et à mesure, tu te dis mais ça c'était dans le premier tome, ça y est, je comprends. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ça c'est un truc que moi j'aime bien parfois. Oui, moi aussi j'aime sympa. Et puis alors moi, pour moi, le cœur de cette histoire, c'est quand même cette amitié entre les 4 filles. C'est ces 4 filles qui sont toutes très différentes. Elles ont chacune leur particularité, mais elles sont toutes courageuses à leur manière, et elles se soutiennent, elles se serrent les coudes pour réussir à rentrer chez elles. Et il y a un petit côté coming of age qui plaît forcément. On a envie de les voir grandir, de les voir mûrir sous nos yeux. Et puis tu verras, la fin est vraiment trop chouette. Donc je t'en dis pas plus parce que je vais pas te spoiler. Non, il me reste 2 tomes. Voilà. On ne dit plus rien. Stop. Mais moi j'ai adoré. Bon, dans 2 jours, je les ai finis, quoi. Oui, voilà. Dans 2 jours, tu me diras, elle était trop bien la fin. Et puis en plus, au-delà de l'aspect divertissant, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la modernité du discours. Déjà cette diversité chez les personnages, et puis certains sujets qui sont quand même rarement abordés dans les comics à ma connaissance, comme les règles. Oui. Tu te rappelles de ce passage ? Oui, c'est assez... très étonnant. Voilà, mais cool. Mais c'est anecdotique en même temps, bon voilà, ça passe comme ça. Mais bon voilà, je trouve que pourtant ça montre une volonté de la part des auteurs de s'adapter à un lectorat peut-être plus progressiste, plus féminin. On parle d'homosexualité aussi, de coming out. Et puis voilà, il y a cette petite pointe de nostalgie avec toutes ces références un peu old school, le début des jeux vidéo, les premiers ordinateurs. Du coup, ça s'inscrit bien un peu dans la veine Stranger Things, justement, hommage à Steven Spielberg, avec les couleurs pétantes, il y a des héros adolescents, des mystères, un rythme d'enfer. En gros, si vous êtes fan de Stranger Things,
foncez, vous allez adorer. Oui, c'est clair. Ouais. Et puis c'est vrai, tu parlais des couleurs pétantes. Moi, c'est que les dessins, j'ai beaucoup aimé aussi. Et surtout, les couleurs, le trait hyper efficace. Et ces couleurs hyper 80s, mais trop beau, quoi. Ouais, moi j'adore. Les roses, les violets, les jaunes. Les couvertures, elles sont trop belles. Les couvertures, elles sont trop belles, mais même toutes les blanches, en fait. Ouais, c'est juste une explosion de couleurs sous tes yeux, quoi. Moi j'adore, ouais. Et donc, on parlait de la série Amazon qui est sortie cet été. Moi, j'en ai regardé 2 épisodes pour l'instant. J'ai bien aimé. Je trouve que ça reprend assez bien les tomes. On en reparlera peut-être quand j'aurai tout fini. Après, moi, je suis un peu déçue qu'ils aient déjà annoncé que c'était annulé. Bah ouais, c'est dommage. Bon, moi, pour l'instant, j'ai vu qu'un épisode parce que vu que j'ai pas fini les BD, je veux quand même attendre. Mais c'est vrai que le premier épisode partait plutôt bien. Bon, évidemment, ils ont un peu élagué quand même. Hein. Ils ont pas mis autant de détails que dans les BD. Mais ça marche bien. Franchement, les actrices, elles sont chouettes. Ouais. Très bon choix de casting, je trouve. Ouais. L'ambiance, c'est cool. Enfin, voilà. Après, j'aime pas quand ils font ça. Ils lancent une saison, puis après, la deuxième est annulée. Puis là, en plus, sorti au milieu de l'été, juste avant les énormes blockbusters du Seigneur des Anneaux. Enfin, t'as l'impression qu'ils l'ont quand même un peu envoyé à la mort directe, quoi. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a un truc aussi. Moi, j'avais entendu parler ni des comics, ni de la série. Mais quand j'ai parlé de la série à mon mec, il m'a dit, ouais, ça fait un peu Stranger Things au féminin, quoi. Tu vois, donc... c'est ça qui est cool. Oui, mais bon, du coup, ça fait un peu repomper. Alors qu'en vrai, non, c'est pas... Déjà, ok, l'ambiance, c'est la même, mais l'histoire est quand même différente de Stranger Things. Oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Donc je trouve que voilà, on l'a pas trop vendu cette série, on lui a pas trop laissé sa chance. Ouais, et je trouve que pour une fois qu'on fait justement une histoire au féminin avec que des héroïnes féminines, c'est un peu genre on l'a fait, donc venez pas nous dire qu'on fait pas des trucs avec des femmes en héroïne, mais on vous l'a sorti au milieu de l'été, on vous fait pas de saison 2. Dommage. On l'a fait et on le laisse mourir avant même d'avoir essayé de le faire vivre, quoi. Ouais, c'est dommage. Ouais, franchement, hyper décevant là-dessus. Mais Brian Kevoun, je crois qu'il a pas de chance en fait avec ces séries qui sont adaptées. Non, c'est vrai, ouais, parce qu'il a aussi fait Y, le dernier homme, qui est sorti sur Disney et qui a une aussi... saison et c'est mort. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais, il est pas trop chanceux là-dessus. Ouais, non, mais par contre, franchement, les comics sont bien. Ouais, allez-y, carrément. C'est cool. Alors, j'ai pas commencé Saga, mais je vais bientôt le commencer. Tu me diras. S'ils font la série et qu'ils l'arrêtent au bout d'une saison, je pense que je perds mon mec. Hein. Oh non, le pauvre. Après ce petit road trip littéraire à travers les États-Unis, il est temps de poser nos valises, pour le moment en tout cas, car comme vous l'avez vu, on aime toutes les deux beaucoup la littérature américaine. Donc on y reviendra sûrement à un moment ou à un autre. Oh, il y a des chances, oui. J'espère que cette sélection du jour vous aura plu. Venez nous dire ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux, sur notre site ou sur Instagram, lebruitdespages.podcast, ou encore sur l'Instagram de Marine, au fil des pages. Et puis comme toujours, si vous aimez Le Bruit des Pages, n'hésitez pas à liker le podcast et à nous mettre de gentils commentaires sur les plateformes d'écoute. Partagez-le autant que possible. Bref, faites-nous de la pub, quoi. Et avant de se quitter, dernier petit point sur nos lectures du moment. Marine, tu viens tout juste de finir le dernier Virginie Despentes. Tu voulais nous en dire quelques mots. Oui, il s'agit du coup de Cher connard. J'avais décidé d'être raisonnable parce que j'ai une tonne de romans à lire, donc je voulais attendre sa sortie en poche. Surtout que honnêtement, je suis pas une fan inconditionnelle de Virginie Despentes. J'ai lu le premier tome de Vernon Subutex, j'ai bien aimé, et puis je suis passée à autre chose. Mais mon frère a eu une très bonne intuition et il m'a offert Cher connard pour mon anniversaire. Et aussitôt lu. Efficace. Voilà, en une semaine, c'était plié. J'ai lu beaucoup de critiques mitigées. Les lecteurs et lectrices avaient tendance à le dire un peu trop soft, bien loin de la verve de King Kong Theory, par exemple. Mais comme je n'ai pas de comparaison, j'ai évidemment pas le même regard. Toujours est-il que moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, le principe de la correspondance est très sympa. Et puis, en fait, faut pas se fier au titre parce que ce roman, c'est un peu un acte de réconciliation, de dialogue. Les personnages sont très attachants dans leur détresse, même si j'avais un peu plus de mal avec Oscar quand même, faut le dire, mais je pense que c'est le but. Mais tout ce petit monde a une évolution très intéressante, très touchante. On retrouve bien sûr plein de thématiques, MeToo, les violences contre les femmes, le harcèlement, le capitalisme, le monde de la littérature et du cinéma, et tout ça forme une critique finalement assez juste de notre société. Moi, j'avais envie de souligner plein de passages, je l'ai pas fait, parce que je déteste écrire sur les livres.
Du coup, je prenais des notes. Mais il faut dire que voilà, la plume de Virginie Despentes, elle est incroyable, ça frappe fort, ça frappe là où il faut et en peu de mots. Du coup, c'est sans artifice, c'est ultra efficace, moi j'adore. J'ai moins accroché à toute la partie détox, sur la drogue, etc. Peut-être parce que c'est un sujet qui me parle moins, mais je sais que moi, c'est une thématique qui passionne l'autrice. En tout cas, voilà, une très bonne lecture. Et puis, dans la foulée, je me suis acheté King Kong Theory, que j'aimerais bien lire dans les semaines à venir. Oui, donc raisonnable, quoi. Voilà, mais il est court. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Bon, du coup, tes lectures à toi. Oui, alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis en pleine lecture de Betty, donc de Tiffany McDaniel. Je pense que je l'aurai fini un petit peu avant mes prochaines vacances / retraite de yoga. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ma liste de livres pour ce voyage. Évidemment, il y aura le livre de ma prof de yoga, Anne-Julie Tafuro, qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle Chakra Flow. Si vous êtes intéressé par le yoga ou même si juste vous voulez découvrir, je vous le conseille vraiment. Je trouve que c'est un super mix entre philosophie du yoga et posture au fil des chakras, parce que c'est un peu sa façon de faire. Hein. Elle fait travailler chaque chakra. Donc voilà, Marine, tu vas très vite le découvrir puisque je t'emmène à la retraite avec moi. Oui, en Italie. Exactement, ça va être super. On va faire du yoga et manger des pâtes. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois pour un épisode un peu à part pour célébrer Halloween. Vous verrez, on est totalement sortis de notre zone de confort pour cet épisode. D'ici là, on vous souhaite de très bonnes lectures et rendez-vous à la prochaine page.